Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une forme d'interview, slash débat, t'appelles ça comme tu veux, pour parler de manga. Parce que ça fait partie des autres nombreuses passions que j'ai et que je ne suis pas le seul à partager. Et aujourd'hui, comme pour la dernière fois, j'ai invité Léo Fillon, qui a gentiment accepté de répondre à des questions sur cet univers. Et donc je me suis dit que c'était une belle occasion de proposer encore une dizaine de questions. Bon, parlerons avant tout de son rapport avec les mangas, mais plus largement, je pense aussi au manga lui-même et à son histoire, qu'est-ce que ça représente artistiquement, etc. Donc je vais te relaisser te présenter ou dire coucou, donc vas-y. Bonjour à tous. Écoute, merci bien. On peut arrêter là? Non, c'est faux. Je vais commencer directement avec la première question. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, ça va, ça va. Tu n'as pas été intimidé par le sujet? Non, je vais essayer de faire ce que je peux et on va parler avec passion, l'instant passion. On va voir ça. Alors écoute, je vais directement attaquer la première question. Est-ce que tu arriverais à me définir, quelques mots, quelques phrases, ce que ça représente le manga pour toi? Alors quand je dis ça, c'est au sens, pas forcément tout de suite. Je veux dire, si je te dis manga, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bonne question pour entamer. J'avoue que je m'attendais pas à ça, mais qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente beaucoup de choses. C'est un art comme les autres déjà. Peut-être que le manga prend de plus en plus de place dans ma vie actuellement, mais à la base c'était un art comme les autres, comme ce que je peux lire en roman, etc. Mais c'est que j'y retrouve beaucoup de choses, une émotion, une certaine les dessins, et c'est ce mélange entre émotion, dessin, scénario, et puis voilà, on y retrouve une certaine sensibilité que je ne retrouve pas forcément dans d'autres genres, et c'est ça qui à la base me plaisait. Après c'est aussi l'action, enfin tout genre de manga, mais c'est vrai qu'à la base c'est cette sensibilité qu'on ne retrouve pas forcément dans des ouvrages, dans d'autres ouvrages, et puis le dessin qui permet de diffuser cette sensibilité. Ouais, donc il y a vraiment il y a cet aspect, oui, de toute façon, oui, c'est un art, ça c'est logique. Alors, je vais pas non plus essayer de développer parce qu'il y a d'autres questions qui mettent en relation ça, mais donc ouais, c'est une part finalement assez centrale finalement aujourd'hui en fait. Je dirais que tu étais plus, genre, par exemple, est-ce que tu es plus manga aujourd'hui qu'avant quoi? Ah oui, totalement, totalement. Ouais, c'est vraiment apparu, on va dire dans ta vie assez rapidement. Oui, ça a apparu, je dirais, vers 2017 et ça s'est vraiment accentué depuis 1 ou 2 ans. D'accord. Bah écoute, enchaînement directement, deuxième question. C'est quoi tes premiers souvenirs manga? Et là, je parle vraiment de souvenirs. Après, je demande pas le premier truc, mais est-ce que vraiment t'as des souvenirs qui... Alors quand je dis manga, pareil, ça peut s'étendre assez à la culture, hein, manga. Mais est-ce que t'as peut-être des réminiscences assez lointaines de cette culture? Est-ce que tu penses que t'as toujours baigné dedans inconsciemment? Ou alors, il y a eu vraiment une période spécifiquement, mais voilà, qu'est-ce que tu considères comme des premiers souvenirs qui seraient liés à ce domaine-là? Déjà, non, j'ai pas toujours baigné dedans. Moi, je suis pas du tout de la culture manga d'origine. Disons que mes premiers souvenirs, c'est au collège et les copains qui me parlaient de One Piece. Puis j'ai commencé à vouloir les lire comme eux, et c'est ma première aventure manga, c'est par l'animé One Piece et ensuite par le manga papier One Piece, donc les tomes 1 à 31. Après j'avais arrêté. Mais en tout cas, mes premiers vraiment souvenirs manga, c'est cette période One Piece au collège, et ensuite après, à la fin du lycée, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres mangas. Mais pendant longtemps, c'était seulement One Piece en fait. Moi, j'ai pas, même les animés japonais et la culture japonaise en général, je suis pas baigné dedans d'origine. C'est pas mon truc d'origine. Donc il y a... Donc ouais, One Piece en soi, enfin, je veux dire, c'est ce qui t'a un peu ouvert les portes là-dessus. Alors, moi j'ai une autre... Enfin, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'était vraiment extrêmement hermétique quand je dis hermétique, c'est au sens inconnu du terme ou est-ce que tu avais déjà... est-ce que dans les cours de récré ou avec des amis même que tu fréquentais pas forcément, est-ce que tu avais par exemple des gens qui te parlaient d'autres mangas de l'époque ou alors c'est passé sous radar Ouais, je suis pas vraiment passé. C'est vraiment qu'à partir de la première ou de la terminale que j'ai vraiment eu des amis qui me parlaient de manga ou d'anime japonais, de culture japonaise. Sinon, je suis vraiment passé à côté totalement avant. Bah écoute, tu as l'occasion de te rattraper de nos jours. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien, je veux dire. Parce que je dis ça parce que c'est assez. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça assez surprenant parce que moi, par exemple, je prends mon exemple, je suis à l'opposé, où j'ai baigné dedans assez tôt.
Et au-delà d'avoir baigné là-dedans assez tôt, j'étais très seul. Non, mais c'est fou en plus. Non, mais j'étais, comment dire, tu sais, même si je connaissais pas forcément telle ou telle référence, j'en entendais tellement parler dans la cour de récré ou ce genre de choses, que ça m'intriguait, et c'est peut-être aussi comme ça que je me suis plongé dedans. Après, tout dépend, il y a eu X facteurs qui a fait ça. Mais je trouve ça, c'est pour ça que moi, c'est vrai que ça me paraît très naturel. Contrairement, effectivement, à des gens vraiment, ça ne leur parle pas. Je veux dire, il y a même encore des gens maintenant, des grandes personnes, enfin des grandes, je veux dire, même des gens, je sais pas, même 20 ans de notre âge qui ne, pareil que ça ne parle mais absolument pas du tout, quoi. Et je trouve ça assez, c'est ni bien ni mauvais, mais il y a un côté, ça reste surprenant en fait, parce que vu que la culture manga elle a tellement grandi, ça fait grandir tellement de monde inconsciemment ou pas, je trouve ça très fort en fait, quand quelqu'un me dit qu'il est vraiment, mais qu'il ne connaît rien du tout, vraiment qu'il est complètement inconnu au sujet, enfin je sais pas, moi je trouve ça assez, par exemple, est-ce que tu en connais des gens pareil qui sont par à peu près de ton âge, ou même voire peut-être un peu plus jeunes que tu connaisses, qui sont pareil, qui n'y connaissent rien? Oui, je l'ai vu parmi notamment mes collègues professionnels, en fait, des personnes qui, dans la vingt-trentaine, qui ne connaissent absolument rien et qui ne connaissent, qui n'ont jamais eu accès en fait à cette culture manga, en fait. Donc oui, c'est assez plus surprenant, notamment aujourd'hui avec le boom éditorial et le fait et ces 20 dernières années qui ont vu le manga prendre une place hyper importante en France, exploser en France, mais non, c'est vrai qu'il y a toujours aujourd'hui des personnes qui sont absentes de cette culture manga. Et t'arrives à, comment dire, là, je prends l'exemple de tes collègues, ou des gens en tout cas que tu fréquentes qui sont dans qui sont dans cette situation, faut les aider. Non mais, est-ce que par exemple, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un dialogue est-ce que par exemple eux sont totalement hermétiques, ou au contraire est-ce qu'ils vont en tirer des choses justement, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment, mais alors, qu'ils ne veulent pas du tout s'imprégner de ça, ou est-ce qu'ils sont ouverts, je sais pas. Non, je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas eu accès dans leur passé à la culture manga par rapport à leur fréquentation et par rapport à leur éducation, mais je pense que, enfin, en tout cas, les personnes que je connais se restent ouvertes à cette culture. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément trouvé de manga qui leur plaise. Tout de suite, ces gens-là, faut déjà déconstruire les stéréotypes. En fait, le manga, c'est pas juste One Piece, Dragon Ball, Naruto, donc des shonen avec un héros qui s'améliore au fur et à mesure et qui se bat souvent. C'est aussi des choses beaucoup plus larges comme Taniguchi, etc. Enfin, on en reparlera après, mais je veux dire, en tout cas. Déjà, je pense que ces gens-là, en fait, ont une mauvaise image, enfin une image en tout cas un peu cliché du manga qu'il faut déconstruire, et que c'est aussi pour ça qu'ils ne se sont pas forcément plongés dans le manga, justement parce qu'ils ne connaissaient pas finalement toute la profondeur de ce genre. Alors moi, enfin ma question était plus, enfin moins, enfin, là, ça s'éloigne un peu. Je voulais dire en fait, par exemple, est-ce qu'avec eux, t'arrives à tirer des choses en parlant, est-ce que vous discutez de ça, ou alors est-ce que t'as déjà eu affaire à eux avec un débat sur ce genre de sujet, ou alors ils ne t'adressent pas cette parole. Non, 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 on n'a pas spécifiquement c'est- parlé, non. Ouais, peut-être que ça viendra. Je ne sais pas. D'accord, non, ça reste très intéressant. Écoute, c'est concis. Question 3. Est-ce que tu partages la culture manga avec d'autres personnes? Alors, ça paraît évident, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, j'aurais d'ailleurs plutôt dû mettre, la partages-tu, certes, mais comment la partages-tu? Est-ce que tu as un rapport particulier avec ce partage? Enfin, déjà, est-ce que tu le fais? Oui, oui, j'essaie de le faire, c'est-à-dire autant essayer de récupérer les conseils qu'on peut me donner sur les mangas qui pourraient être plaisants à lire et qui pourraient être intéressants à lire, autant que moi j'aime bien conseiller aussi et partager les mangas que j'ai aimés avec les personnes. Et donc ça se traduit par des conseils ou par même des prêts physiques très pratiques entre amis qui permettent de lire à moindre coût différentes œuvres de manga. Mais oui, j'essaye en tout cas, que ce soit dans mon métier, donc dans mon expérience professionnelle de libraire, de partager avec les clients ma passion du manga, mais aussi avec mes amis et d'autres personnes, donc par des prêts physiques ou des conseils et de nombreuses discussions, débats sur ce qui nous attire dans tel ou tel manga en fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce terrain, parce que c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, vu que t'es apprenti libraire, comment tu vois la place, entre guillemets, justement, de ce lien que tu crées avec des potentiels clients? Est-ce que tu arrives à les aiguiller? Est-ce que eux t'aiguillent aussi? Est-ce que tu constates peut-être une hausse ou une descente de ce genre? Déjà, il faut savoir que dans le genre du manga, en tout cas les clients manga, contrairement à d'autres genres comme la littérature, déjà ont souvent une meilleure expertise que toi. Enfin,
presque une meilleure expertise que toi. Disons qu'on a affaire à des passionnés en manga qui ont déjà une expertise. Donc, je pense que les 90% des clients, ou disons 80% des clients, savent déjà ce qu'ils veulent en fait. Ils n'ont pas besoin de tes conseils, voire te font découvrir des mangas. Mais par contre, il y a certains clients qui veulent découvrir les mangas et ceux-là sont les plus intéressants en fait. C'est ceux qui veulent, qui justement, comme on en parlait au début, n'ont pas eu accès à cette culture parce qu'ils avaient souvent des stéréotypes à ce sujet ou ils l'ont pas lu parce que pour diverses raisons et qui veulent y aller. Et là, ça devient plus intéressant. Là, on a un vrai lien, un vrai partage, une vraie volonté de conseil et de partager en fait. Là, on est dans un échange et c'est constructif quoi. Et c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que la majeure partie des personnes sont quand même on connaît déjà en fait et n'ont pas besoin forcément de ton partage en fait. Petite question plus précise, est-ce que tu as déjà peut-être une anecdote sur une expérience de quelqu'un qui n'y connaissait rien et que tu as réussi à le convaincre, qu'il est peut-être reparti avec quelque chose en poche, ou en tout cas que tu as peut-être fait penser différemment le manga, qui s'est dit tiens, je vais m'y intéresser, ou alors en fait tiens, ça va m'ouvrir des portes? Pas quelqu'un qui connaissait absolument rien du tout, mais j'avais quelqu'un qui avait lu des mangas il y a très longtemps et qui n'en avait lu que un, en l'occurrence Akira, et qui sinon avait une expérience plutôt de la bande dessinée en fait, franco-belge, comme souvent. Et du coup, il est arrivé vers moi, il m'a dit qu'il avait une passion pour le dark fantasy, mais dark fantasy en roman, et la science-fiction en général, mais qui réfléchit, qui va assez loin, sauf qu'il était de la BD franco-belge à la base. À part Akira comme je disais. Et là justement, là on a une grande discussion, c'est peut-être mon meilleur souvenir en manga avec lui, en tout cas en tant que libraire. C'est donc j'ai discuté avec lui et je l'ai dirigé vers des choses comme Blame, Nausicaa, Berserk, et là justement il y avait un réel échange, une réelle passion, parce que lui il voulait vraiment apprendre, il connaissait rien du tout au sujet, il voulait vraiment avoir mon expertise et pour vraiment découvrir des choses intéressantes et selon des genres qu'il avait bien aimés. Et là, il y avait vraiment un échange, une passion qui se diffusait. Ouais, il est reparti entre guillemets, l'esprit plus ouvert, je pense, à découvrir ce. D'ailleurs, tu l'as revu ou? Non, j'ai pas revu, dommage parce que j'aurais bien aimé avoir son retour sur les lectures qu'il a fait, Ça. parce que je lui avais vendu au final. Blame et Nausicaa. Donc, Ah oui, vendu, c'est-à-dire qu'il ouais. est reparti avec. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'aurais bien aimé avoir son retour sur le sujet. À mon avis, t'as dû bien lui vendre. Il a pris tout ou il a pris que quelques-uns? Il a pris le tome 1 de Nausicaa et le tome 1 de Blame. Oui, faut pas non plus. Ça m'aurait fait rire personnellement qu'il reparte avec tout l'intégrale. Ouais, non mais ouais, j'avoue que ça aurait été sympa d'avoir un retour comme ça. Donc, et ce genre d'échange, est-ce que t'en as eu souvent, ou est-ce que t'en as souvent, ou alors c'était peut-être le seul? J'en ai très rarement. Le seul que j'avais eu, j'ai dû en avoir deux. Donc lui, et puis un autre, c'était. Lui, par contre, ne connaissait vraiment absolument rien en BD franco-belge, enfin en manga, et voulait découvrir. Et lui, il voulait découvrir en ayant quelque chose d'assez proche de la BD franco-belge. Donc on allait vers Taniguchi. Là, c'était un échange aussi très intéressant d'une personne d'une soixantaine d'années qui ne connaissait absolument rien au manga et qui était intéressant. Mais sinon, je pense que j'ai dû en avoir deux ou trois, c'est tout. Le reste, comme je te disais, la plupart savent en fait très bien ce qu'ils veulent. Et les aficionados, est-ce que t'es arrivé, est-ce qu'ils sont plus, enfin, pas dans des statistiques, mais est-ce qu'ils sont peut-être plus, est-ce qu'ils sont vraiment ouverts à parler, à échanger, ou alors ils sont plutôt vraiment réservés en venant prendre un peu comme un self? Ouais, oui, c'est plutôt ça. Ouais, il y a plus le côté self, quoi. Disons que les seules paroles qu'ils nous adressent, c'est pour nous demander où est-ce qu'ils peuvent trouver telle ou telle chose, ou est-ce qu'on a le collecteur de tel ou tel tome, etc. Donc non, les aficionados, pour les trois quarts, voire même plus 85% des cas, ne te demandent pas de conseils et n'ont pas vraiment de partage avec toi. Disons qu'ils savent ce qu'ils veulent et surtout ils pensent que tu peux rien leur apporter et qu'ils ont, disons, la passion et la culture et que les mangas qu'ils connaissent, c'est les mangas qui leur correspondent. Ou ils vont souvent vers d'autres médias de conseils comme des chaînes YouTube ou Twitter par exemple. Mais t'en as eu quand même, peut-être, ou vraiment, peut-être t'en as eu aucun qui t'a peut-être interpellé en
en échangeant 2-3 mots ou alors, Si, j'en ai eu un justement qui venait chercher le collector de la tête des titans numéro 33. Et du coup, on a échangé sur la tête des titans en général, parce que moi, à l'époque, lui, il avait tout lu. Moi, j'avais lu à l'époque que 17 tomes. Donc, il m'a dit, tu vas voir, man. Et on avait échangé sur les mangas en général. Et donc, c'était intéressant. C'était mais pas un échange de vente, quoi, ni de conseils. C'était vraiment un échange de passionnés et vous allez voir, et ça va être bien, je vous conseille aussi tel manga, etc. Ça arrive, mais c'est très rare. Ouais, c'est vrai qu'après, j'ai envie de dire. Après, je trouve le contexte. C'est pour ça que je posais la question, parce que comme t'es dans une librairie, un aspect un peu plus universel, parce que j'allais pas demander ça à quelqu'un qui fait que du manga, parce que ça serait potentiellement les mêmes réponses et surtout extrêmement directives. Donc, c'est pour ça que je trouve ça sympa en fait de voir le point de vue aussi de d'autres endroits, notamment des librairies. On pourrait penser que les librairies sont pas forcément plus aptes à. Après, j'admets qu'on doit dans une librairie, on s'attend pas forcément. C'est peut-être pas la première chose qu'on va pour prendre du manga, mais ça fait partie aussi, comme la BD qui est là pour voilà. Mais je trouvais ça intéressant. Question numéro 4. Une question un peu plus vaste, que je trouve extrêmement intéressante. Quelles sont pour toi les grandes différences entre le manga et les autres médiums de la bande dessinée, BD franco-belge, comics? Alors là, faut que je réfléchisse un peu, là, c'est assez vaste quand même. Là, j'étais un peu... Déjà, l'organisation, déjà le type de dessin, évidemment, évolue, sans juste parler de la colorimétrie, hein, que les mangas, à 95% des cas, sont en noir et blanc. J'ai même le type de dessin, donc les visages, les cheveux, les yeux et tout le reste est un peu différente. La façon dont, par exemple, les combats sont dessinés ou comment l'émotion est dessinée. Donc, il y a une différence certaine dans le dessin, déjà, en premier lieu, et dans l'organisation en général de la planche. Et puis, c'est pour moi la principale différence, parce que beaucoup de mangas font des séries longues avec notamment des combats, je pense à One Piece, Dragon Ball, Naruto, etc. Et là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas en bande dessinée. Donc là, c'est quelque chose de typiquement manga. Par contre, je dirais pas que les mangas ne traitent pas de thèmes non présents dans la bande dessinée. Par exemple, que ce soit Taniguchi ou d'autres auteurs qui traitent de thèmes qu'on retrouve très bien dans la bande dessinée franco-belge. Donc, je dirais pas qu'il y a une différence de thèmes abordés forcément entre la bande dessinée franco-belge et les mangas. Par contre, il y a certains thèmes évidemment dans le manga et certaines façons d'aborder les thèmes qui ne sont pas présents en bande dessinée, comme les combats par exemple et justement cette culture de la tomaison, c'est-à-dire du nombre de tomes en fait. Déjà, c'est une culture différente. En fait, en France, c'est inimaginable qu'une BD franco-belge fasse 90 tomes, ce qui est possible dans le manga. On l'a vu avec One Piece et d'autres mangas. Et ça, c'est quelque chose c'est une culture différente en fait. Et cette culture, elle s'inscrit par le fait que déjà les mangas sont publiés dans des magazines. Et alors que les BD franco-belges sont publiés en une seule fois en fait, ils ne sont pas forcément publiés dans des magazines pour la majeure partie des cas. Et du coup, ça fait que l'organisation du manga par chapitre et donc par tome ensuite est différente. On a plus à faire une sorte de, comment on appelle ça, comme pouvaient le faire les auteurs comme Maupassant dans le temps, une sorte de feuilleton en fait, qu'on publie chapitre par chapitre dans les journaux et donc qui font évidemment que le médium final est différent en fait, qu'il y a une certaine longueur et puis une certaine surtout, c'est un peu les chapitres finissent sur des twists à chaque fois ou ce genre de choses et c'est des choses qu'on ne connaît pas en France parce que c'est publié en une seule fois. Puis même, moi j'ai envie de répondre, enfin j'ai envie de rétorquer le format aussi, enfin vraiment le format physique. La BD franco-belge, on est quand même sur un grand format. Et pareil, je pense que la pagination, tu vois, le côté. Parce que déjà, une BD franco-belge qui a 80 pages, 100 pages, c'est déjà très bien fourni. Alors que 100 pages, c'est la moitié d'un tome d'un manga classique, en fait. Et est-ce que tu penses que ça revient un peu aussi à la divergence de goût, etc., et de culture, mais est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être des thèmes ou des traitements entre, je prends l'exemple, mais la BD franco-belge et est-ce que tu penses qu'il y a des traitements qui sont mieux traités dans le manga, ou au contraire, le franco-belge, la culture de l'aspect franco-belge est mieux traitée? Je dirais pour la BD franco-belge classique, ça pouvait être le cas. Que certains thèmes en manga soient mieux traités ou vice-versa. Mais là, c'est tellement. La BD franco-belge a tellement éclaté avec le roman graphique et même de nouveaux auteurs qui arrivent comme Le Droit ou Babelais, etc. Donc finalement, la BD franco-belge maintenant est tellement vaste qu'elle aborde des thèmes aussi bien que le manga.
notamment en termes de science-fiction ou de combat, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'il y a certains thèmes qui avant étaient peut-être mieux traités dans le manga, que ce soit les combats, la faculté de dessiner les combats, ou même comment ça allait loin dans l'espace. Par exemple, je pense à des mangas comme Akira ou Blame, qui je pense, étaient supérieurs dans la façon de raconter la science-fiction que certains ouvrages de bande dessinée, même si je veux pas insulter Moebius, etc. hein, mais je pense que c'était mieux traité quand même dans certains aspects presque horrifiques que certaines BD franco-belges, mais je pense que c'est de moins en moins le cas avec l'arrivée, je disais, d'auteurs comme Mathieu Bablet, etc. Font que finalement, maintenant, des auteurs franco-belges abordent des thèmes qui avant n'existaient que dans le manga et vice-versa. Je rebondis sur une différence et un rapport que je trouve plutôt intéressant, je pense, c'est on sait, enfin, c'est assez évident quand on voit des pages d'un manga ou des pages d'une BD franco-belge, c'est que la différence de style, elle est drastique. Mais moi j'ai une question, on parlait tout à l'heure de Taniguchi, voilà, la différence des gens qui aficionados, les néophytes. T'as beaucoup parlé, enfin beaucoup, t'as fait mention de que pas mal de fois les gens, justement, quand tu me disais qu'ils voulaient aborder le manga, ils venaient de la BD franco-belge. Et on a vu par l'histoire, par le temps que il y avait certains auteurs japonais qui s'inspiraient beaucoup d'auteurs franco-belges. Et est-ce que toi aussi est-ce que toi aussi tu t'es dirigé vers des auteurs comme ça japonais qui te rappelaient justement cette mince frontière entre les deux stylistiquement? Est-ce que tu as fait peut-être des rapports? Est-ce que tu as même peut-être pu comparer les deux peut-être en remarquant vraiment des inspirations vers l'un et une recherche vers l'autre? Déjà, pour la première partie de ta question, non, je suis pas forcément allé vers des auteurs japonais qui s'inspirent de la BD franco-belge, parce que j'ai jamais été non plus un grand fan de BD franco-belge. Par contre, oui, il y a des liens, forcément. On parle toujours de Taniguchi, entre autres, mais même d'autres. Hein. J'ai pas assez de culture pour voir tous les liens, mais oui, il y a forcément des liens entre la BD franco-belge et les mangas, et même des mangas, enfin, même des BD qui aujourd'hui s'inspirent. Je pense à Akkad, une BD qui s'appelle Akkad, qui est évidemment japonisante, et comme plein de BD en fait aujourd'hui franco-belges, qui évidemment, autant dans les thèmes que dans le chara-design, comme on dit, dans les designs en général, intègrent la culture japonaise, comme certains auteurs japonais comme Taniguchi ou même Tezuka ont inspiré la culture occidentale. Ça fait partie aussi un peu des récurrences il y a des noms qui ressortent quand on veut généralement initier des gens au manga. Il y a voilà, le Taniguchi ressort. Enfin moi ça me fait un peu tiquer et ça m'intéresse parce que je trouve ça je me demande comment est-ce que voilà il y a une espèce de prise par la main quoi pour justement, après j'ai envie de dire c'est un peu logique parce que pour justement faire entrer dans un terrain de jeu qu'on connaît pas, faut commencer par prêter les jouets quoi, donc ou rapprocher le jouet de quelque chose qu'on connaît déjà. C'est vrai qu'au-delà stylistiquement les différences par exemple on tergiverse du manga mais ça reste quand même dans la question, mais par exemple t'es pas du tout au fait par exemple du comics, t'en as pas lu ou t'en as lu? Non, je n'ai pas lu. Ouais, t'as vraiment est-ce que ça t'intéresserait de découvrir ou alors ou c'est du OSEF sur 20? Je suis pas hermétique. Ça pourrait m'intéresser dans le futur, mais actuellement c'est pas l'actualité de ce à quoi j'ai envie de m'intéresser. Très bien, c'est à noter. Parce que les différences, je trouve ça assez mémorable que de nos jours, effectivement, tu l'as mentionné, on est dans une ère où le manga, il y a un boom économique, il y a un boom même politique, culturel, parce qu'on est tellement imprégné. Il y avait un exemple assez frappant, c'est quand effectivement on pouvait constater que le manga coûtait bien moins cher il y a encore une quinzaine d'années, bon presque 20 ans, mais il y a 15-20 ans, c'était effectivement le manga ne valait pas beaucoup, en tout cas ne valait pas autant qu'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, comment tu ressens les différences de prix, par exemple, entre une BD franco-belge et un manga? Est-ce que tu penses que, par exemple, il est plus facile de s'accrocher sur un manga de par son format, son côté peut-être mensuel ou bimensuel, enfin, peut-être cette accessibilité que peut-être la BD franco-belge n'a pas sur une durée plus grande, un prix peut-être un peu moins concurrent? Est-ce que ça...
est-ce que peut-être même tu as fait face à ce genre de questionnement avec parlant de manière un peu plus libraire? Je pense que les fans de BD franco-belge ne sont pas repoussés par le prix et les fans de manga ne sont pas fans de manga à cause du prix de la BD franco, enfin à cause du prix moins cher du manga. Je pense que c'est une différence de culture et ça n'a rien à voir avec le prix, ni avec le format. Je pense que c'est plutôt par rapport à la façon dont c'est dessiné, à la façon dont c'est raconté, et puis une culture plus globale du manga chez l'un et une culture plus globale de la BD franco-belge traditionnelle chez l'autre. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec le format ni le prix. Alors je rebondis à la question en elle-même, ça me permet de mieux cogiter, mais je vais te faire demander un petit exercice de style. Instinctivement, est-ce que tu peux me donner une référence stylistique? Alors quand je dis stylistique, c'est véritablement visuel, pas de graphique, un trait, d'un auteur japonais et d'un auteur franco-belge qui t'a particulièrement marqué. Et est-ce que tu arriverais peut-être à définir qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce trait, dans ce jeu stylistique? C'est des réponses au tac au tac, hein, mais je viens de l'avoir là comme ça, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Donc BD franco-belge, je vais parler de Mathieu Bablet. C'est un style très architectural, avec un peu comme Blame, un peu comme l'auteur de Blame, avec donc des dessins, des immenses dessins d'architecture et une profondeur vraiment qui te fait sortir tout petit et qui montre toute l'immensité de l'œuvre et puis qui montre toute l'immensité des thématiques abordées justement par ce dessin et qui permettent de mettre une tragédie, en fait, vraiment un dessin architectural et très stylisé, très coloré, qui permettent de vraiment faire ressentir toute la tristesse. En fait, moi je parle notamment de Carbone et Silicium, toute la tristesse et toute l'immensité de ce monde triste de Carbone et Silicium. Et pour les auteurs japonais, je vais prendre Taniguchi, on en parlait déjà, c'est cette paisibilité, cette poésie qu'on retrouve chez Taniguchi avec un dessin qui est assez simple, crayonné, que ce soit dans Le Sommet des Dieux, donc avec des paysages de montagne qui sont vraiment crayonnés, des petits dessins, ou dans Quartier Lantin, ou les petits dessins, le chara-design de Taniguchi, plus les dessins de paysages assez réalistes, avec un trait précis mais pas trop, qui font sortir toute une poésie et une nostalgie dans les œuvres de Taniguchi. Bonne réponse, non je plaisante, mais t'as bien vu, non mais oui, c'est très très bien. Moi-même je m'attendais pas à poser cette question. Bah écoute, je pense qu'on a bien brassé hein, la thématique. De toute manière, si on peut revenir, de toute façon les questions vont s'entrecroiser, on va forcément faire écho à des choses abordées au fil des questions. Question 5, du coup. Alors là, ça reparle, voilà, pareil, ça tac au tac de ce que je viens de dire. Alors là, ça va être pareil, ça va être un peu plus précis. Il va falloir, je pense, développer un peu. Est-ce que tu peux me citer, et développer si possible, un manga qui t'a particulièrement marqué? Bah oui. Ah, c'est difficile. Je vais parler de Berserk, donc, que tu m'as fait découvrir, donc Berserk de Kentaro Miwa. Ce manga, donc, c'est un manga donc, de Dark Fantasy. On suit l'aventure de Guts, un homme sombre avec une grande épée qui, au début de l'histoire, on comprend qu'il est poursuivi par des démons et donc qu'il a quelque chose qui lui pèse sur le cœur. Et puis après, je ne spoil pas trop, mais on part dans une grande fresque de fantasy, de dark fantasy même pour être précis, donc avec des démons, des personnages au destin horrible. Ensuite, donc au-delà donc, de cette dark fantasy qui fait ressentir toutes les ténèbres de l'humanité, toute la terreur, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que Berserk ensuite réussit au fur et à mesure de son histoire à s'affranchir de cette cage de dark fantasy qui l'enfermait au début, pour ensuite, avec notamment, c'est un peu... c'est rigolo quand on parle de manga, genre c'est le pouvoir de l'amitié, avec la bande de Guts qui se forme autour du personnage, qui est une bande amicale et qui permet de véritablement donner une lumière. Et ensuite, en fait, donc, c'est une balade quasi onirique, en fait, entre les ténèbres et la lumière. Et c'est ça qui est vraiment très très fort dans Berserk, autant que les dessins qui sont d'une précision et d'une splendeur incroyable, que ce soit donc des dessins très griffonnés, très très noirs pour donc les dessins de combat ou les dessins par rapport à la tristesse, ou très beaux quand on a affaire notamment au monde plus céleste et plus poétique, plus magique donc de l'univers de Berserk, notamment avec des personnages comme Shirk et Farnèse, vous verrez,
Donc il y a des planches vraiment très claires qui sont presque, je ne saurais comment dire, mais très contrastées, clair sombre, qui permettent vraiment de ressortir les traits avec une lumière incroyable. Et c'est justement toute cette dualité de lumière et ténèbres qui est vraiment très intéressante dans ce manga. Et aussi toute l'histoire et tous les pesants et aboutissants de chacun des personnages en fait. C'était concis. Je vais essayer de rebondir un peu, parce que je peux me permettre de rebondir, je connais aussi la référence. Est-ce que, alors je t'ai pas dit particulièrement marqué, est-ce que le manga s'inscrit, j'ai envie de dire, dans ce genre de découverte? Est-ce que tu arriverais peut-être à jauger, j'ai envie de dire, l'importance de cette découverte? C'est-à-dire, est-ce que que ça a vraiment été une claque, ou alors tu penses que ça va te rester longtemps, ou... Oui, c'est évident. Enfin, en tout cas, dans le coup du ressenti que j'ai actuellement, c'est évident que Berserk va rester. Disons qu'en fait, Berserk, j'avais déjà lu des mangas avant Berserk, hein, j'en avais déjà lu 5, 6, 7, 8, je sais plus exactement, mais disons que c'est pas mon premier manga. Mais disons qu'il a réussi à amener encore plus de profondeur, encore plus de. Disons, ouais, il m'a marqué dans c'est une sorte de bascule en fait. C'est vraiment peut-être le manga référence pour moi actuellement avec. SNK dont je ne l'ai pas encore parlé parce que l'attaque des titans, parce qu'il me reste 2 tomes à lire, mais en tout cas dans les mangas que j'ai finis actuellement qui sont finis parce que Miura est mort donc on n'aura pas la fin, c'est Berserk vraiment qui rentre dans cette case donc du manga qui pour moi est le manga référence en fait, ce qu'on peut appeler le manga référence dans ce qui m'a apporté en termes de leçons de vie, en termes de dessin, en termes de passion artistique. Est-ce que tu étais déjà familier à la Dark Fantasy avant, même que ce soit iconographiquement ou artistiquement? La fantasy un peu, la Dark Fantasy moins, un peu iconographiquement avec certaines peintures, notamment du 19e siècle, très, très sombre et très Dark Fantasy, mais en termes de roman, moi je suis plutôt fantasy de base. J'ai certains ouvrages de fantasy qui peuvent parfois se rapprocher de Dark Fantasy, mais vraiment de la Dark Fantasy pure, non, c'est aussi pour ça que Berserk a une importance et qui m'a fait découvrir aussi la Dark Fantasy, hein, vraiment dans l'absolu. Oui, il a eu un peu ça a été un peu j'ai envie de dire, le négatif de la culture que tu avais peut-être déjà emmagasinée avec la fantasy entre guillemets dite claire. Je ne sais pas comment on peut dire la light fantasy, non, je ne sais pas. Mais d'accord, c'est... Et est-ce que il y a un aspect qui est quand même assez important dans Berserk, c'est pas que dans Berserk, hein, ça fait partie. Alors là, on rentre dans une analyse beaucoup plus intrinsèque à l'homme, mais et au même à ce domaine, mais le lore, la mythologie, est-ce que ça fait partie des éléments peut-être qui t'ont plu, ou est-ce que tu penses que c'est un élément, est-ce que ça a plus joué que la partie narration? Oui. Ouais, Oui, en tout cas, disons que la narration est hyper importante. Et les dessins aussi, etc. Mais c'est vrai que le lore, moi par contre, j'ai une culture du lore. Enfin, je sais qu'on dire ça, mais j'ai un passif d'œuvres de lore. Je suis notamment un grand fan de Tolkien, donc avec un lore très important. J'aime vraiment ce qu'est l'or, que ce soit en roman, en jeu vidéo. J'aime les œuvres Star Wars aussi par exemple en cinéma. J'aime les œuvres qui développent un lore très important au-delà de leur narration et qui permettent justement de faire en sorte que finalement même quand on referme le manga, on continue à travailler dans la tête et on continue à être dans le monde en fait. Et ça c'est parce qu'il y a un lore. C'est parce que finalement même les personnages qui ne sont pas développés, finalement tu peux leur inventer aussi un destin et tu peux t'inventer tous tes films que tu veux en fait dans ta tête. Et c'est vrai que en ça Berserk a évidemment joué, enfin le lore de Berserk a évidemment joué un rôle dans le fait que je le considère comme un manga référence parce que moi je suis quelqu'un qui est passionné de ces œuvres qui permettent par mythologiques comme dirait notre confrère Alt 236, mais toutes ces œuvres qui finalement construisent une mythologie qui permettent vraiment de s'inscrire dans une passion et dans une réflexion et finalement de s'inscrire, je veux dire, véritablement, de devenir un personnage finalement de ce qu'on lit. Un acteur du monde.
Oui, c'est ça exactement, un acteur du monde comme j'ai pu l'être et que je le suis toujours actuellement pour l'univers de Tolkien. Alors, je vais poser une question un peu sadique. Enfin, c'est même pas sadique, mais je vais me faire taper. Euh, c'est peut-être un peu débat, c'est pour teaser un peu. Un défaut de Berserk, s'il y en a. Il y en a. Je dirais que c'est quelque chose qui fait débat, mais je pense qu'un des défauts de Berserk, pas dans son ensemble, mais dans la façon dont sont organisés les tomes, c'est peut-être le tome 1 et 2. Dans le sens que je pense que le tome 3, 4, je me trompe, 5 peut-être, donc le tome où on commence vraiment à explorer le passé de Guts, aurait dû être en premier. Je pense que le problème des tomes 1, les tomes 1 et 2 sont sont très violents, ça te permet vraiment dans un sens, ça peut être un avantage parce que ça te permet vraiment de t'intégrer dans l'univers, mais dans un autre, c'est un défaut parce que finalement, ça peut réduire Berserk à quelque chose qui ne l'est pas en fait. Ça peut faire de Berserk un manga purement violent et purement de vengeance, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que dans la façon dont l'histoire est organisée, je pense que ce passage aurait dû être un peu plus loin. C'est un des défauts de Berserk, sinon sinon il y en a d'autres, c'est sûr, mais c'est vrai que parfois cet aspect assez répétitif où on va de démon à démon sans que ça avance, notamment au milieu de l'histoire, vers le tome 20, 25, 30, où il n'y a pas vraiment d'avancée énorme et parfois c'est vrai que ça se répète un peu, donc dans le sens que on va dans un village, oh lol, il y a des démons, on les tue, et puis voilà. C'est vrai que dans ce côté un peu parfois répétitif de Berserk, c'est un défaut. Après, certains diront que c'est une qualité, mais c'est vrai que moi, parfois, c'est vrai qu'au milieu, il y a un ventre mou, je pense, qui est le gros défaut de Berserk. Voilà, il a dit du mal de Berserk, vous pouvez le blâmer, non, je plaisante. Mais non, mais je trouve ça quand même intéressant parce que le statut de Berserk est tel, pour certains c'est une religion, quoi, donc il y a ce côté très fanatique qui me rappelle d'ailleurs un peu d'ailleurs même un peu de manière un peu méta la fascination qu'a un des personnages dans Berserk, le Mosgouz, je ne sais plus comment il s'appelle là, le père complètement fanatique d'inquisiteur, ça me fait un peu rire parce que je trouve qu'il y a cet aspect méta entre la fascination pour le manga presque religieux, presque dogmatique avec ses fans. Enfin, moi je trouve ça rigolo. Mais comme toute fiction. Oui, c'est vrai que je prends Berserk, mais plein d'autres sont en phase avec ces aspects-là. D'ailleurs, oh mon dieu, je rebondis là-dessus. Est-ce que, par exemple, tiens, question bête, mais est-ce que tu te considères comme fan de Berserk ? Quand j'entends fan, j'entends pas spécialement la dérive de fanatisme, mais te considères-tu, ouais, tu te dis, tiens, je suis fan de Berserk. Oui, je suis fan de Berserk, mais pas fanatique. Je pense que... Après, Berserk, disons que je l'ai fini et que j'y pense un peu moins. Et dans ce sens, je suis peut-être pas trop fan parce que c'est vrai que ça a été un moment passion, un immense moment passion, mais je vis pas Berserk tous les jours comme je peux vivre plus Star Wars ou Tolkien. Je suis peut-être plus fan de Tolkien et Star Wars que je ne le suis de Berserk, même si je trouve que Berserk est une œuvre exceptionnelle et qu'elle m'a marqué pour des années. Mais fan dans le sens que j'y pense jour et nuit, non. Ouais, en tout cas, tu as grandement apprécié, tout du moins, l'œuvre. Ça, c'est sûr que oui, ça reste un moment exceptionnel. Tu le conseillerais à des gens qui voudraient s'initier à la fantasy et au manga ? À la personne dont on a parlé tout à l'heure, qui avait lu Akira et qui connaissait déjà Dark Fantasy par les romans, oui, je l'ai initié. Je lui ai proposé Berserk. Après, à quelqu'un qui n'a jamais lu de manga, je ne conseillerais pas Berserk. Non, je pense pas non plus personnellement, mais c'est toujours pour traumatiser un petit peu, mais bah écoute, on a bien développé sur Berserk. Après, le problème c'est qu'on pourrait tergiverser pendant 10 000 ans, donc on va s'éviter ça. On va passer à la question 6. Alors la 6e question est plus particulière. J'amène un chapeau, vous n'entendez pas mais vous entendez, voilà, vous ne voyez pas mais vous entendez. La question 6 va être simple. J'ai mis dans ce chapeau des morceaux de papier avec quelques références que tu as lues en termes de manga, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots l'importance de ces titres qui sont placés dans le chapeau ? Donc, tu vas les tirer un par un, et si tu arrives à m'en parler un petit peu, et peut-être expliquer quel rapport tu as avec ce titre. Pour ceux qui voient pas, il y a 4 petits papiers donc dans le chapeau. Voilà. Donc je tire le premier.
totalement au pif. Donc Nausicaa de la vallée du vent. Donc un manga écrit par Hayao Miyazaki, donc qui a été notamment adapté en film par Hayao Miyazaki au cinéma. Donc le film qui ne couvre que 2 tomes et demi à peu près environ, et le manga qui est en 7 tomes. Donc quelle est l'importance? Donc déjà j'ai vu le film en premier, donc j'ai pu découvrir le film avant le manga, ce qui m'a permis déjà de donner de me rentrer, de m'introduire dans ce manga. Et quelle est l'importance en 2-3 mots de ce manga chez moi? C'est déjà c'est un manga qui est en sépia, ce qui est assez atypique, ce qui permet vraiment de... Ouais, déjà en termes de dessin et en termes d'expérience, c'est vraiment à part. Et puis en tant que fan de Miyazaki, c'est toujours plaisant de voir le dessin de Miyazaki, les thématiques de Miyazaki autant approfondies donc dans une œuvre en 7 tomes. En ça m'a vraiment extrêmement plu, d'autant plus qu'il traite des thématiques qui me touchent énormément, c'est-à-dire notamment l'importance de la femme, c'est assez féministe, et donc l'écologie. Donc ces thèmes sont franchement beaucoup abordés, et donc le thème de l'héros féminin, mais pas gnangnan, et le fait que la femme dans ce manga n'est pas la personne que veut conquérir le héros, mais le personnage central, déjà c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et m'a marqué. Et aussi toutes les thématiques donc écologiques, et comment on peut approfondir ces thématiques de manière très 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 profonde, parce qu'à la fin on comprend, j'ai pas tout compris donc dans le tome 7, et oui voilà, c'est ça qui m'a marqué dans ce manga, c'est vraiment ces thématiques qui sont vraiment abordées, et qui est un manga un peu différent, qui est pas un manga page turner avec des chapitres oh my fuck suspense et tout ça, mais ce qui est plutôt justement, on pourrait dire que c'est une sorte de manga BD franco-belge dans ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été pensés comme des tomes à chaque fois, et pas comme des chapitres. Et à ce niveau-là, ils ressemblent, disons que Nausicaa pourrait être conseillé à des personnes qui veulent faire la transition entre la BD franco-belge et le manga. Et en cela, ça m'a vraiment extrêmement plu, que ce soit donc dans les thématiques et donc dans la façon dont c'est abordé avec poésie, et toute la sensibilité de Hayao Miyazaki. Je rebondis toujours pareil sur les petites questions liées au titre. Du coup, le manga ou le film? Plutôt le manga. Bon, je vous conseille évidemment le film aussi, parce que c'est toujours plaisant de voir le film, et puis il y a les musiques de Joe Hisaishi. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir toute la profondeur et toute la subtilité du propos de Miyazaki par rapport à l'écologie et aux autres thématiques abordées, la guerre, etc., dans Nausicaa, il faut vraiment lire le manga, ça me paraît évident. Écoute, c'est très bien. Deuxième pioche. One Piece. Alors, One Piece. Alors déjà, One Piece, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le premier manga que j'ai lu. Même si, finalement, One Piece c'est un peu étrange, parce que j'ai découvert l'anime en premier, ensuite j'ai lu le manga, mais que jusqu'au tome 31, je crois, donc jusqu'à CP9, jusqu'à Water 7, et ensuite j'ai arrêté, et j'ai repris que récemment, mais à partir du tome 92. Donc il y a toute cette partie donc de 31 à 92 que je n'ai pas lu le manga papier, qui est totalement inconnu pour moi, où je n'ai vu que l'animé. Alors One Piece, on parlait de lore tout à l'heure, alors là c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui me plaît énormément dans One Piece, c'est tout ce lore, et moi j'ai toujours été passionné, notamment dans One Piece, par toute la thématique du siècle oublié, ça doit être mon côté historien, donc et justement c'est lié au lore aussi, c'est toute cette, finalement, cette puissance narrative liée au siècle oublié, c'est-à-dire cacher finalement le lore, cacher le lore aux fans, ne pas le dévoiler, et justement ça permet de stimuler énormément l'imagination, et toute cette recherche presque archéologique de Nico Robin avec les poneglyphes, c'est vraiment ce qui m'a plu à la base dans One Piece, et qui m'a marqué de départ, et puis que c'est marrant, et puis que c'est un manga qui est assez complet, et qui est hyper bien fourni, et Kihiro Oda tient de main de maître sans en faire trop. Ouais, c'est vrai que le manga est assez conséquent. D'ailleurs, en parlant de ça, 98 tomes, est-ce que tu penses que c'est pas trop long? Non. Non, c'est... Après, j'ai envie de te dire... Après, c'est un point de vue de quelqu'un qui lit One Piece et qui a connu One Piece depuis longtemps. Et tu penses que ça découragerait des gens? C'est logique que ça décourage des gens à s'y mettre? Je pense que moi, le premier, je lirai pas One Piece... je commencerai pas One Piece aujourd'hui.
98 tomes, oui, ça peut décourager. Après, non, je pense pas que c'est trop long, même presque quand Oda a dit qu'il allait finir les 5 ans récemment et que donc ça correspond près à 15-20 tomes, presque je me dis que ça va être chaud pour compléter et pour finir toutes les narrations, tous les fils narratifs que Oda a mis en place. Et c'est peut-être le défaut de One Piece, justement, on parlait de la longueur, c'est peut-être justement qu'Oda a mis trop de fils narratifs qui font que à la fin, ce serait impossible de tout conclure et que ça peut frustrer, voire faire foirer son œuvre sur certains aspects. Et c'est vrai que sur cet aspect, on peut dire que c'est trop long, mais sinon, non, je pense pas que c'est trop long. Je pense que Oda a vraiment quelque chose à développer avec ses personnages et avec son lore qui fait que ces 98 tomes se justifient. Est-ce que One Piece, ça fait partie des plus grands mangas, en tout cas en termes de chiffres aussi, hein, c'est le manga le plus vendu de tous les temps. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire partie de tes mangas préférés? Je le dirai quand j'aurai fini. Mais en tout cas, actuellement, oui. Oui, actuellement, il fait partie de mon top 5. Même si sur certains aspects formels, Oda est pas terrible. Il y a de gros défauts. Enfin, de gros. Il y a des défauts formels, notamment dans le dessin et certaines facilités de narration, mais bon, dans l'ordre qu'il développe, l'univers de One Piece fait incontestablement partie de mes mangas préférés, oui, je pense. Je finirai sur une dernière question. One Piece, sur côté en vrai. Non, je plaisante. Je plaisante. On va passer directement à la troisième pioche. Alors, My Broken Mariko, donc ça tombe bien, j'ai lu cet après-midi. Relu, du coup, relu. Alors, My Broken Mariko, qui est un manga de Waka Riko, qui donc traite donc de Toho, qui découvre à la télévision que sa meilleure amie s'est suicidée. Et ensuite, il y a toute cette quête, autant nostalgique que passionnelle, donc de Toho avec l'urne funéraire donc de son ami Mariko. Et ce manga, donc déjà, je l'ai lu dans un contexte qui n'était pas facile parce que je me reconnaissais extrêmement donc dans le suicide de l'ami, parce que j'étais dans une période où justement une amie à moi s'était suicidée. Et qui fait que quand j'ai lu ce manga, j'ai pris une grosse claque autant par rapport à l'œuvre en elle-même que par rapport à ce que ça me disait, par rapport à ce que moi je vivais. Mais oui, dans l'absolu, c'est un manga qui est vraiment hyper complet, qui change souvent, surtout qui disons change par rapport à tous les autres mangas qu'on peut lire. En fait, je trouve que c'est un manga qui est vraiment atypique. En fait, autant dans ses dessins, autant rigolo que tragique, autant lumineux que sombre. Et justement dans la façon dont ça aborde le thème, en fait, c'est un thème qui est hyper triste. Évidemment, on parle de suicide, on parle d'agression sexuelle de père à fille, on parle de pauvreté japonaise, on parle de rigidité de l'employeur, on parle de beaucoup de thèmes, on parle de souvenirs qui s'oublient. Enfin, tous ces thèmes-là, mais qui en même temps sont abordés avec cette personnage Toho, qui est une personnage gaffeuse, qui fait plein de conneries, et qui est très attachante, et qui font que ce manga, il donne vraiment une leçon de vie, dans le sens autant la tragédie et les souvenirs, la nostalgie et la beauté de la vie, donc de l'amitié, autant que dans le fait qu'il faut prendre aussi parfois du recul et puis continuer à faire de la merde quand même, pour le dire vulgairement, malgré les difficultés de la vie. Et c'est vrai que je trouve qu'en termes de leçon de vie, c'est peut-être un des mangas qui m'a sans doute le manga qui m'a le plus ému, et un des mangas en tout cas qui m'a le plus ému et qui m'a énormément marqué, parce qu'il est très réaliste et il donne vraiment des leçons de vie, autant sur la situation au Japon que sur la situation de tous les humains en général, sentimentalement et sociologiquement, oui. Est-ce que t'as parlé du traitement tragicomique en fait de l'aspect de la mort et du suicide qui est quand même assez dur, et je pense, en tout cas de mon point de vue, assez renfermé et peut-être même moralisateur, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus assez sombre. On a tendance à prendre le côté, alors certes c'est pas un sujet dans la vie effectivement réel, ce sont des actes et des pensées effectivement dures, mais le traitement, je trouve, dans le monde de l'art reste peut-être un peu encore très très rigidifié sur un petit côté moralisateur, et peut-être un peu trop tragique, peut-être, j'ai envie de dire. Est-ce que le côté tragicomique, est-ce qu'on perd certaines choses, est-ce qu'on en gagne? Est-ce que le traitement, tu l'as trouvé juste, ou
peut-être un peu trop débordant. Non, je trouve qu'il est extrêmement juste parce que l'auteur te fait très bien comprendre que c'est triste et que la personne est triste et que l'héroïne ne prend pas du tout ça à la rigolade en fait. Et le comique ne vient pas de l'héroïne qui rigole de la mort de son ami. Là, ça aurait eu un côté un peu morbide et très bizarre, mais plutôt du fait de son caractère à elle-même en fait. Ce comique est plus adressé au lecteur qu'il est présent volontairement de la part de l'héroïne en fait. Et en soi, c'est très bien abordé. Ça permet déjà de passer des messages de manière un peu plus, sans te mettre des 3 coups de poing et 15 fessées. Et ça. Non, je pense que c'est bien et ça montre aussi que, même au niveau de la vie, ça montre que la vie c'est autant de l'humour que de la tristesse. Et justement, je trouve que cette binarité, cette dualité par rapport à un manga qui parle de la mort et de choses très dures, ça fait du bien quand même. Ça montre qu'il faut se relever et que c'est un peu le meilleur des mondes que je dis. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien dit, en fait, c'est plutôt bien trouvé et ça correspond finalement à la poésie japonaise en fait, qu'on retrouve dans des animés. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses tristes, faut être ému, et il y a des choses poétiques, mais il y a aussi des choses belles dans la vie, et il faut en profiter, en fait. Et c'est ça, finalement, qui ressort de chez le personnage, en fait, de Toho, en fait. C'est que, ok, sa meilleure amie est morte, mais déjà, de un, elle reste en elle par ses souvenirs, et de deux, la vie continue, et il faut quand même essayer de voir ça du bon côté des choses, comme on dit. Mais c'est vrai que ça fait... je sors les violons par rapport à ce que je dis, mais... Je trouve qu'en ça, comment dire, le choix d'un tragico-comique est totalement justifié et pertinent. Peut-être même frais, je veux dire. Je sais pas, t'as peut-être pas, je pense, vu ce genre de traitement sur ce genre de sujet si souvent que ça. Non, en plus c'est vrai que la mort c'est un sujet qui m'intéresse, que ce soit même dans des récits dans des romans. Je pense à Liminal de Jordan Tannehill, qui est une de mes dernières trouvailles exceptionnelles sur le traitement de la mort, sur l'aspect philosophique de la mort. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'œuvres que je connaisse, en tout cas, qui traitent même, que ce soit des œuvres antiques, classiques ou contemporaines, qui traitent de la mort par un aspect comique, en fait. Et justement, ça donne un rafraîchissement et ça fait que ce manga est vraiment, pour moi, un manga atypique, comme je disais au début, et rafraîchissant donc dans toute la culture manga, notamment au Japon où finalement c'est les thèmes de la femme qui s'émancipe et les thèmes des agressions sexuelles sont évidemment très tabous, encore plus qu'en France en fait. Donc c'est vrai que c'est hyper rafraîchissant que l'auteur, qui est une femme elle-même, fasse un récit aussi profond. Donc My Broken Mariko, Carpe Diem. Oui, Carpe Diem. Complètement Carpe Diem. Oui. Ouais, j'ai baissé le manga comme ça. Non, mais c'est très bien. Bah écoute, dernière pioche. Assassination Classroom. Bon choix. Très bon choix. Donc Assassination Classroom, déjà, c'est un des premiers mangas que j'ai lu en entier, avec Bakuman, qui est le premier manga que j'ai vraiment lu en entier. Et Assassination Classroom, c'est un manga que j'ai trouvé, où je suis tombé dessus complètement par hasard. Je n'avais pas du tout... je n'étais pas du tout prédestiné, ni par les conseils qu'on m'avait fait, ni par personne, de commencer ce manga. Je suis tombé dessus par hasard dans un centre culturel et je l'ai commencé. Et Assassination Classroom, c'est vraiment ce manga qui utilise le comique pour faire passer un peu des leçons de vie, entre guillemets, pour faire passer des éléments de vie, un peu comme peut le faire GTO. C'est un GTO un peu différent, on peut dire, et en cela, il me marque vraiment, parce que déjà, c'est une première claque de manga où je finis le manga. C'est un des mangas que je considère comme un de mes mangas préférés actuellement, et ce côté humour et en même temps suspense et en même temps un peu de tragédie font qu'on aime ce manga, et que le personnage de Koro Sensei est attachant justement par le fait tout ce qu'il veut apporter à ses élèves. On est dans ce type de manga un peu à la GTO où le prof est drôle et où le prof apporte des leçons de vie à ses élèves. Donc oui, c'est un manga qui est vraiment très touchant et qui permet vraiment, notamment je pense, de faire la transition adolescent-adulte qui est vraiment très bon et excellent. Bah écoute, c'est très bien, hein. T'as réussi à développer, je pense, un petit peu sur ce jeu un peu aléatoire.
Bah écoute, c'est très bien. Bah écoute, question 7. Alors là, c'est plus, voilà, c'est plus actuel, on va dire. C'est comment tu perçois la place du manga dans ta vie actuelle et plus largement au sein de ton entourage. Alors, dans ma vie actuelle, déjà, maintenant, le manga a une place vraiment très importante. Maintenant, je suis un consommateur de manga à part entière. Je lis beaucoup de mangas. Enfin, en tout cas, j'essaie d'en lire parce que ça me passionne et parce que je pense que ça peut m'apporter. Je pense que évidemment, j'ai pas du tout fait le tour des mangas. J'ai pas du tout fait le tour de toute la question de tout ce que peut m'apporter les mangas et donc le manga a une place de plus en plus prépondérante donc dans ma consommation de lecture en fait actuellement. Et donc dans mon environnement, bah oui, bah, que ce soit professionnellement, évidemment, il a une place parce que je vois des mangas de temps en temps, mais je dirais même au terme de mon environnement, j'ai des amis notamment avec qui je partage, si on en revient à la question de tout à l'heure, donc il y a un certain partage et qui font qu'il y a une certaine émulation autour ouais, il y a une émulation autour de ma passion manga et c'est plaisant en fait parce qu'on se partage des mangas et on parle de mangas et c'est toujours plus plaisant quand on peut parler avec des gens de ce qu'on ressent en fait et de comment cet art apporte des choses à nos vies. Donc c'est intéressant. Donc oui, il y a une stimulation et évidemment une émulation autour de moi dans mon environnement, en tout cas amical, par rapport au manga. Dans mon environnement familial, il n'y a pas d'émulation, personne lit le manga et je ne reparle pas forcément dans la famille. Est-ce que... Alors t'as dit que là maintenant la place du manga dans ta vie c'est plus pondérant. Est-ce que tu penses... Est-ce que t'as peut-être remarqué, ou alors c'est très naturel, mais est-ce que t'as peut-être, maintenant que tu fais un peu une rétrospective, est-ce que t'as constaté une évolution certes, mais une évolution, je veux dire, est-ce que t'as des points de bascule et qui t'a donné des références et des moments qui t'ont peut-être voilà, permis d'appréhender encore différemment. Peut-être que tu t'es dit, tiens, à ce moment-là, là, j'ai perçu le manga différemment. Je me suis rendu compte que c'était à partir de ce moment-là que finalement ça me passionnait vraiment. Non, c'est crescendo en fait. Il n'y a pas vraiment de moment où d'un coup on est passé de noir à blanc ou de blanc à noir. C'est plutôt un moment, c'est plutôt crescendo, c'est-à-dire au début je consommais du tout le manga. Ensuite j'en ai consommé un petit peu j'ai commencé avec des mangas comme One Piece, mais bon, même après One Piece, au moment où je me suis vraiment mis à lire des mangas, c'est en L1 en 2017. Et là j'ai commencé à lire Bakuman, Relife. Et SAO un peu aussi et puis après j'ai été lancé en fait après j'ai assez rapidement enchaîné sur Assassination Classroom, Les Fleurs du Mal notamment ensuite je t'ai connu, tu m'as prêté Berserk et puis j'ai enchaîné en fait et puis j'ai vraiment accéléré ma consommation à partir de cette année où j'ai vraiment lu de nombreuses séries et où j'ai vraiment pris un disons que j'ai vraiment commencé à en lire beaucoup plus. Donc j'ai fini le Sommet des Dieux, après j'ai enchaîné avec Full Metal Alchemist, SNK, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce d'initiation, c'est-à-dire un petit côté, un petit limite d'affranchissement, je veux dire, initiatique à peut-être des titres que tu penses vraiment avoir une importance et que tu attends de les lire. euh, est-ce que peut-être que voilà, alors ça je dis ça quand je dis que ça s'étend au monde de l'art, c'est au sens quand que ce soit la littérature, le cinéma, n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a cette espèce d'aspect presque de formation, d'initiation? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au début, j'étais totalement un inconnu au bataillon de la culture japonaise en général, même pas que des mangas. Et donc la première étape, c'était les animés. J'ai commencé à regarder des animés hyper connus comme Black Butler, Death Note, etc. Et ensuite à lire des mangas plutôt connus, reconnus, comme Bakuman, comme SAO, etc. Et ensuite, j'ai commencé à lire des mangas qui sont peut-être un peu moins connus, mais en tout cas, oui, je pense que j'ai vraiment un grand travail à faire, notamment par rapport aux auteurs entre guillemets en manga, c'est-à-dire ces auteurs classiques du manga, que ce soit Tezuka, Urasawa, Asano, qui sont totalement inconnus pour moi. Et je pense que là, à ce niveau-là, j'ai pas franchi un seuil et que évidemment j'ai de nombreux mangas et de nombreux auteurs à découvrir qui feront que je serai plus compétent
à me dire que oui, je m'y connais à fond en manga. Là, je suis pas encore. Là, je me rends compte que je suis encore qu'un petit. Que je connais pas grand chose encore dans cette culture et que je suis encore un néophyte, un, un homme nouveau, quoi, à ce niveau-là. Un homme qui a encore tout à découvrir. C'est un aspect qui te fascine, qui te rebute ou qui te freine peut-être, ou alors tu t'en contrefiches ou est-ce que tu penses que c'est un intérêt de... Est-ce que tu y vois quelque chose de positif, de foncièrement amélioratif? Pas dans le sens numéraire, pas dans le sens du nombre. Consommer pour consommer, aucun intérêt. Moi, je suis pas du genre à regarder 3000 animés et à lire 3000 mangas, à lire tous les mangas qui sortent. Disons que quand j'y vois un intérêt et que je me dis que ça peut me plaire et que je vois que surtout que historiquement ces mangas ont une importance dans leur influence, tu vois, je pense à des mangas comme Akira, je pense à des auteurs comme Urasawa, Tezuka, Junjo Ito. Évidemment que ces mangas ils m'attirent parce qu'ils font partie de l'histoire aussi du manga et moi j'ai envie de m'inscrire comme quelqu'un ouais, qui connaît l'histoire du manga et qui se passionne de manga. Évidemment, du coup, l'histoire du manga m'intéresse et que du coup, les classiques, entre guillemets, m'intéressent. Donc, à ce niveau-là, évidemment, j'ai envie de continuer à approfondir et qu'il y a certains mangas, tu parlais de ce côté initiatique, il y a certains mangas qui, selon moi sont pas des missions, mais genre, disons que j'ai envie de lire, évidemment, pour pleinement m'inscrire dans l'histoire du manga. Je pense notamment à Akira, qui me tarde de lire, qui font de... Ouais, qui me feront franchir un seuil dans la compréhension de la culture manga et dans la passion, quoi. Là, tu l'as cité, mais t'arriverais à citer d'autres références qui te donnent très envie à mettre en contexte et en découverte? Bah, il y a Akira, comme j'ai dit, ouais. Asano, Solanin, notamment, et Bonne Poon Poon, que j'ai vraiment envie de découvrir et qui feront. Ouais, voilà, que j'ai vraiment envie de découvrir. Junjo Ito, parce que le manga horrifique, j'en ai jamais vraiment lu. On peut pas considérer Berserk comme du manga horrifique, c'est de la dark fantasy. Donc j'en ai jamais lu, et c'est vrai que pour explorer le manga horrifique, quelqu'un comme Junjo Ito, ça me sauce de le lire, et que c'est vrai que c'est des étapes à franchir, enfin des étapes à franchir. Disons que c'est des mangas que j'ai vraiment envie de lire et qui me permettront de vraiment explorer le monde des mangas. Non, sinon, je verrai, quoi. Non, j'ai pas vraiment de mangas qui me font sentir, qui me culpabilisent dans le sens que je les évalue, quoi. Je veux dire, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de mangas que j'ai envie de découvrir. Oui, je pense que Akira, Junjo Ito, Asano, c'est vraiment ces mangas-là qui me saucent vraiment et qui me permettront de mieux comprendre et de mieux intégrer et mieux analyser la culture du manga. Ça me paraît évident. C'est vrai qu'on revient beaucoup sur cet aspect-là, le côté initiatique, ou alors c'est évidemment pas péjoratif. Et j'aimerais revenir sur cet aspect-là parce que j'ai l'impression que ça reste quelque chose que tu partages, même que tu vis, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui justement met qu'est-ce qui met en exergue un peu cet aspect-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait peut-être penser que la bac tel manga doit être lu, mais en tout cas, comment tu remets en perspective cet aspect initiatique? Est-ce qu'à un moment, est-ce que c'est juste par connaissance, ou est-ce que c'est juste vraiment une attraction purement artistique? Tu dis, tiens, là, je sens que c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la dernière chose que tu as dit, c'est une curiosité artistique. C'est quand tu sens que des mangas ont façonné des millions de gens, et il y a des raisons, quoi. C'est pas, ça veut dire qu'ils apportent une certaine plus-value, en fait, au genre du manga en général, en fait. C'est comme comme un roman, quoi. L'histoire d'un roman, bah, tu te rends compte que tel roman a apporté quelque chose à l'histoire, comme telle peinture, telle musique a apporté quelque chose à l'histoire. C'est toujours intéressant, en fait, même de voir comment les auteurs contemporains peuvent s'inspirer de ces grands auteurs. Et évidemment, c'est toujours intéressant de voir la genèse, en fait. C'est comme en musique, John Williams, tu te rends compte qu'il vient de Gustav Holst. C'est pareil pour les mangas, en fait. Évidemment, il y a Tezuka, mais pas que, et plein d'autres. Et c'est vrai que c'est intéressant de lire ces mangas, ces classiques du manga qui te permettent vraiment de mieux appréhender l'œuvre en général, ouais, je pense. Ouais. Bah écoute, question 8. Alors on est sur un aspect peut-être un peu plus
peu plus, on quitte le domaine artistique pour être sur un côté un peu plus terre à terre. Est-ce que tu aimes collectionner? Bon, là c'est le manga, mais peut-être même en règle générale, est-ce que tu as une affection pour l'aspect de collection? Oui, clairement. Moi, je fais partie de ces gens qui rêvent d'étagères géantes, où tous mes livres seront bien rangés et qui pourront les lire. C'est autant cette faculté de les apprécier, de les admirer quand tu es dans ta chambre ou dans l'espace où ils sont, le salon, etc., que le fait de se dire que tu peux les relire quand tu le souhaites. C'est un confort et une certaine, un certain plaisir, une joie de voir tous ces livres dans ta décoration, en fait, clairement. Donc oui, t'aimes collectionner, ça te... j'ai envie de dire, tu serais prêt à vraiment investir la place et l'argent. Est-ce que tu penses pas qu'il y a ça c'est l'éternel débat de savoir que on peut collectionner par exemple le côté dématérialisé, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en tout cas pour moi, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent lire du dématérialisé, ça j'en fous. Je suis pas contre le dématérialisé, mais en tout cas pour moi, je n'y vois aucun. Enfin, je ressens pas l'envie ni la passion de lire en dématérialisé ou de collectionner du dématérialisé en fait. Il y a vraiment l'aspect matériel qui me passionne et qui me plaît. Et que oui, je suis évidemment prêt à investir de la place pour ce que je considère comme quelque chose qui peut m'apporter culturellement et même au niveau de la vie. Est-ce que tu aimes bien par exemple, je sais pas, les collections est-ce que tu as une préférence, je sais pas, par exemple pour des éditions est-ce qu'il y a des choses qui comptent particulièrement dans une collection, ça soit par exemple, je sais, au-delà de l'aspect de collection, hein, vraiment peut-être le support en lui-même, est-ce que tu as remarqué ce genre de choses ou c'est complètement superficiel? Non, ça par contre au niveau des éditions, moi je suis pas trop compliqué, je suis pas le genre de personne à collectionner la Pléiade ou de collectionner toutes les éditions. Après, évidemment, c'est plaisant d'avoir par contre, un truc qui est plaisant quand même, c'est d'avoir toute la même édition pour tous les tomes. Par exemple, je pense aux gens qui collectionnent Dragon Ball, je pense que c'est plaisant d'avoir tous les Dragon Ball édition originale ou tous les Dragon Ball édition française. Je veux dire, bien sûr, mais après, non, j'ai pas d'édition particulière, que ce soit pour les romans ou les mangas, peu importe. C'est vrai qu'il y a certains petits plaisirs qui font que j'aime telle édition. Tu vois, par exemple, la Tête des Titans, si je la collectionne un jour, ce sera en grand format. Et autant pour le confort de lecture que pour ça que l'édition est belle. Mais non, je pas plus que ça. Très bien, très bien. Écoute, non transition, toujours plus subjectif, toujours plus haut, toujours plus fort. Quels sont les éléments, qui selon toi sont les plus importants pour raconter une histoire dans une bande dessinée? Ouais, ça contraste avec avec Aimes-tu collectionner? Alors je précise, il y a ça peut être aussi personnel, c'est-à-dire quels sont les éléments qui pour te raconter une histoire? Qu'est-ce que tu vas favoriser finalement dans le médium de la bande dessinée? Bah, je pense que déjà, le médium de la bande dessinée, l'intérêt par rapport au roman, évidemment, c'est qu'on peut faire une narration une narration de l'image en fait. Une narration sans le texte. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand on me narre, quand il y a de grandes parties narrées sans forcément de texte. On me fasse vibrer par les pays, enfin que la narration par l'image en fait me fasse comprendre beaucoup de choses et me fasse vivre des émotions en fait. Et c'est vrai que j'aime bien la narration de l'image dans ce niveau-là où ces narrations il n'y a pas trop de texte. C'est pour ça que en bande dessinée j'aime pas trop les BD où il y a des carrés de texte immenses où tu dois lire 30 000 choses. C'est vrai que je suis plus pour une narration de l'action, une narration de l'image et quelques textes évidemment qui te permettent de comprendre les pesants et les aboutissants de l'œuvre. Mais c'est vrai que oui, j'aime bien qu'on me narre l'histoire sans trop me mettre de texte explicatif, de carrés de texte un peu comme ça pouvait être le cas pour les vieilles BD franco-belges en fait. Est-ce que tu penses que c'est ça la plus grande force de la bande dessinée ou est-ce qu'il y a peut-être un autre aspect qui, je dirais pas la différencie, mais qui en tout cas qui lui permet d'atteindre quelque chose qu'on n'a pas dans les autres médias? Non, je pense que c'est ça principalement. Enfin, c'est vrai que
si on se met à dessiner, c'est évidemment pour apporter une plus-value au texte en fait. Et l'intérêt est en premier lieu ici en fait, c'est de narrer par le texte, narrer par l'image. Donc c'est aussi une façon pour l'auteur donc de vraiment faire comprendre au lecteur comment il imaginait la chose en fait. Finalement, c'est un peu, on impose un peu au lecteur une façon de voir la chose en fait. Mais c'est ça qui est plaisant aussi, c'est qu'on admire les dessins. Et évidemment, le côté graphique et le côté émerveillement devant le dessin est quelque chose qui font que la bande dessinée, le manga et les arts graphiques en général sont en plaisant et apportent quelque chose de différent, pas de mieux, mais quelque chose de différent par rapport aux romans écrits, aux fictions écrites. Toujours pareil dans cet aspect d'exemple, est-ce que tu as une référence à donner qui relie ce point d'importance de narration visuelle que t'as remarqué, qui t'a assez frappé? En manga, je parlerai du Blame. Parce que Blame, il n'y a pas beaucoup de texte et il y a, comme chez Mathieu Bablet, j'aime bien vraiment faire le lien entre Mathieu Bablet et Blame. Donc dans ce manga Blame, où finalement la narration est quasiment absente, on comprend pas, et justement parfois parfois c'est frustrant parce qu'on comprend pas tout, mais en même temps c'est ça qui est magnifique, c'est que il y a de tels paysages immenses architecturaux et tels qui te font sentir petit, mais je veux dire, finalement cette telle profondeur dans les paysages et dans l'architecture et dans le dessin de Blame font que notre cerveau travaille à imaginer tout et plein de choses de cette vie, de cette cité géante en fait, comme peuvent le faire en jeu vidéo BioShock par exemple avec l'île sous-marine, avec la ville sous-marine. Mais oui, Blame est vraiment pour moi l'exemple donc de cette narration de l'image. Blame, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout beaucoup d'images qui te font finalement tellement qui te stimulent ton imagination et qui te font vraiment finalement t'imaginer des choses et puis qui te font vibrer, voilà, qui te font ressentir une certaine émotion vive. Question 10. C'était peut-être un peu prévisible, mais ça fait partie du jeu. Une recommandation? Plein. Oh. Trop de recommandations. Je recommanderais un manga dont on n'a pas forcément parlé. C'est Hajin, qui est un manga qui n'est pas forcément hyper connu et qui est pourtant très qualitatif. Une sorte de thriller. C'est pas du tout le même genre de scénario, mais on peut le rapprocher dans le genre à un thriller réaliste à la Death Note. En tout cas, ça s'inscrit, enfin, thriller réaliste dans le sens que ça s'inscrit dans un monde réel et qu'il y a la part de magie, finalement, c'est pas un monde magique, c'est juste une petite pointe de magie, une petite pointe de fantastique, une petite pointe de surnaturel qui s'inscrit dans un monde magique, et ensuite le reste est plutôt un thriller plus qu'un univers de magie. Et donc Hajin qui est vraiment très plaisant, donc autant dans la narration et dans les idées, les personnages, etc., que dans le dessin où on a souvent à faire, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment assez atypique dans Hajin, qui me pousse aussi à vous le conseiller. C'est ce côté où finalement il y a beaucoup de planches où on a des fonds blancs, aucun décor et juste les personnages. Et finalement ça te fait sentir en même temps que je trouve que ça universalise l'histoire dans le sens que s'il n'y a pas de paysage, ça peut être partout et dans tout temps. Et c'est ça qui est vraiment très bien graphiquement, ça fait un effet blanc-noir vraiment très beau dans Hajin avec ces pages sans décor. Donc oui, je conseillerais Hajin parce que autant dans l'histoire que dans le dessin qui est très sympa, c'est pas non plus c'est pas le meilleur dessinateur du monde, hein, c'est pas mais disons que en tout cas pour ce qu'il veut raconter, le dessin me semble tout à fait pertinent et la narration aussi, et c'est vraiment un manga qui est pas forcément le plus connu mais qui est vraiment qualitatif. Bah écoute, merci bien. On est à la fin. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'aurais potentiellement envie de revenir, ou est-ce que tu as un mot de fin? Bah, le mot de fin, c'est que je vous conseille vraiment de lire des mangas, c'est bête, mais non, voilà, c'est le côté où il y a vraiment quelque chose à explorer, et qu'il faut aller au-delà des stéréotypes, comme on disait, et que le manga, c'est aussi profond, finalement, c'est aussi varié que le roman graphique ou la BD franco-belge, et que chacun pourra y retrouver ses thématiques. On n'en a pas du tout parlé, mais il y a aussi beaucoup de leçons de récits de vie, de tranches de vie dans les mangas, que ce soit dans les shoujo ou les seinen. Et autant que d'action, de magie, de fantasy, de policier, d'horreur. Finalement, le manga est un médium très profond et très varié, et c'est pour ça que
Je pense qu'au-delà des stéréotypes, le manga pourrait vraiment vous plaire et que chacun peut y trouver quelque chose finalement qui lui correspond. Bah écoute, c'est un très beau mot de fin, je pense. Bah écoute, merci de t'être prêté au jeu. On a bien tenu, on a développé des idées qui étaient assez intéressantes. Et écoute, merci Bill d'avoir participé. Et tout simplement, peut-être à une prochaine fois pour un autre débat, une autre interview comme ça, on dit questions. Ouais, carrément, oui, complètement, sur d'autres genres qui nous passionnent, comme la musique par exemple, on verra. Mot de la fin. Je vous dis peut-être à une prochaine fois, peut-être à une autre vidéo, je ne sais pas. En tout cas, c'était bien sympathique. Salut.